Je venais de terminer ma journée, il était presque minuit, mais j'ai décidé de prendre une dernière course avant de rentrer chez moi. Il faisait froid dehors, une de ces nuits où le silence devient presque oppressant. L'application m'a signalé un client, quelqu'un qui se trouvait dans une zone un peu éloignée, en périphérie de la ville. J'ai hésité quelques secondes, mais finalement, j'ai accepté. Quelques kilomètres de plus ne feraient pas de mal, et c'était une chance de gagner un peu plus avant de rentrer. Quand je suis arrivé, l'endroit était étrangement calme. Une petite rue déserte, avec quelques lampadaires vacillants. Le passager attendait debout sur le trottoir, capuche relevée, les mains enfoncées dans les poches. Il est entré sans dire un mot, s'installant à l'arrière. Ce n'était pas rare, certains clients préféraient garder le silence, surtout à cette heure. Je lui ai demandé la destination, il a répondu avec une voix basse, presque murmurante, une adresse dans un quartier que je ne connaissais pas très bien. Le trajet a commencé tranquillement. Le GPS a tracé un itinéraire habituel, mais après quelques minutes, il m'a proposé une route alternative, un peu plus courte. Ça me semblait une bonne idée. Moins de temps sur la route, moins de complications. Sans trop réfléchir, j'ai accepté la suggestion. Les premières rues étaient comme on pouvait s'y attendre à cette heure. Presque vides, mais après quelques virages, la lumière des lampadaires se faisait plus rare, et l'obscurité prenait peu à peu le dessus. Je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur de temps en temps. Le passager était là, immobile, les yeux fixés sur la route, mais il y avait quelque chose dans son silence qui commençait à me mettre mal à l'aise. Une sensation que je ne pouvais pas expliquer, comme si l'air dans la voiture s'était alourdi. Comme si, tout à coup, chaque minute passait plus lentement. Alors que je continuais à suivre le trajet suggéré par le GPS, les rues devenaient de plus en plus étroites et mal éclairées. C'était le genre de quartier où les maisons semblaient avoir été abandonnées depuis des années. Certaines fenêtres étaient barricadées, d'autres montraient des rideaux déchirés flottant dans l'obscurité. Je n'aimais pas l'idée de traverser un endroit comme ça à cette heure, mais le GPS semblait insister que c'était le chemin le plus rapide. Soudain, le passager a brisé le silence. Sa voix, calme mais étrange, a résonné dans la voiture. « Tu savais que beaucoup de gens disparaissent par ici ?» a-t-il murmuré, presque comme s'il parlait pour lui-même. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, mais j'ai fait semblant de ne pas l'avoir entendu. Peut-être que c'était juste un commentaire maladroit, quelque chose pour rompre le silence. J'ai gardé les yeux sur la route. Quelques secondes plus tard, il a continué, cette fois plus fort, comme s'il voulait que je l'écoute. On dit qu'après minuit, ces rues ne mènent plus vraiment quelque part. Elles tournent en rond, comme un labyrinthe sans fin. J'ai essayé de rire nerveusement, me disant que c'était sûrement une blague. Mais en regardant à nouveau dans le rétroviseur, son visage restait impassible, sérieux, ses yeux fixés sur l'extérieur, comme s'il attendait quelque chose. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Je connaissais ces vieux récits qu'on raconte pour effrayer. Mais là, dans cette rue sombre et déserte, ça ne semblait plus aussi absurde. Les lampadaires, espacés de plus en plus loin, laissaient d'immenses zones d'ombre où je n'arrivais pas à distinguer quoi que ce soit. Le GPS indiquait encore quelques kilomètres, mais chaque virage que je prenais semblait m'éloigner un peu plus de la réalité. Le comportement du passager devenait de plus en plus troublant. Il s'était penché légèrement vers l'avant, comme s'il voulait mieux voir la route. Mais ce n'était pas juste de la curiosité. Il observait chaque rue avec une attention malsaine, murmurant de temps en temps des choses à peine audibles. J'ai cru l'entendre dire quelque chose comme « on n'en revient jamais ». Mais c'était si bas que je n'étais pas sûr. Chaque fois qu'il parlait, mon estomac se nouait un peu plus. Je voulais juste que la course se termine, mais plus je roulais, plus l'idée que je pouvais être perdu grandissait en moi. Je me suis dit que je devais faire demi-tour, sortir de ces rues sombres avant que les choses ne deviennent encore plus étranges. J'ai jeté un coup d'œil au GPS. Il semblait toujours fonctionner, mais les rues indiquées ne correspondaient pas à ce que je voyais autour de moi. C'était comme si je suivais une route fantôme. Le passager, maintenant presque collé à mon siège, murmura à nouveau, mais cette fois avec une voix plus distincte.
Ces rues n'ont pas été faites pour les gens comme toi. Mon sang s'est glacé. Je ne savais pas comment interpréter ça. Ma respiration s'accélérait, mes mains devenaient moites sur le volant. Je regardais à nouveau dans le rétroviseur, et c'est là que j'ai vu son sourire. Un sourire lent, presque imperceptible, mais terriblement dérangeant. Il fixait toujours la route devant nous, mais ce sourire, il n'avait rien d'humain. C'était comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas, comme s'il attendait que quelque chose se passe. J'ai pris une décision. Je devais faire demi-tour maintenant. J'ai commencé à ralentir, cherchant un endroit pour manœuvrer. Mais à ce moment précis, le passager s'est tourné vers moi pour la première fois. Ses yeux étaient sombres, plus qu'ils n'auraient dû l'être sous la lumière des lampadaires faibles. « C'est trop tard pour changer de direction », a-t-il dit, sa voix se faisant plus grave, plus oppressante. Mon cœur s'est emballé. Alors que je tentais désespérément de faire demi-tour, un sentiment d'irréalité s'abattit sur moi. Les rues, que je croyais connaître, ne ressemblaient plus à rien de familier. J'avais beau tourner à droite, puis à gauche, chaque intersection semblait m'amener à une version différente du même endroit. C'était comme si le quartier s'était transformé en un labyrinthe sans fin. Un piège qui se refermait lentement sur moi. Le GPS commençait à perdre la tête, affichant des instructions incohérentes. Il indiquait des virages impossibles ou des rues qui ne semblaient pas exister. La voix mécanique répétait inlassablement « recalcul en cours », comme si même la technologie ne pouvait plus m'aider à sortir de là. J'essayais de garder mon calme, mais l'angoisse montait en moi à chaque seconde. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus terrifiant. Derrière moi, à quelques centaines de mètres, des phares se sont allumés dans l'obscurité. Au début, j'ai pensé que c'était un autre conducteur, quelqu'un perdu comme moi dans ces rues étranges. Mais en regardant de plus près, j'ai compris que ce n'était pas une simple coïncidence. La voiture restait à distance, ses phares allumés, avançant à la même allure que moi, sans jamais se rapprocher ni se laisser distancer. Mon esprit était en ébullition. Qui était-ce? Que voulait-il? J'ai accéléré, essayant de mettre de la distance entre nous, mais peu importe ce que je faisais, la voiture restait là, à la même distance, comme une ombre qui me suivait inlassablement. À l'intérieur du véhicule, le passager restait silencieux, mais je pouvais sentir son regard peser sur moi comme s'il attendait ma réaction. Chaque fibre de mon être me hurlait que quelque chose n'allait pas. J'ai tenté de parler, de demander à l'homme ce qui se passait, mais ma voix s'est brisée sous l'effet de la panique. « Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi ce quartier ?» ai-je lancé d'une voix tremblante, les yeux rivés sur le rétroviseur, observant les phares qui me suivaient. Il n'a pas répondu immédiatement. Il se contentait de me fixer à travers le miroir, ses yeux toujours plus sombres, presque inhumains. Puis, dans un murmure à peine audible, il a prononcé des mots qui ont gelé mon sang. « Ce n'est pas dehors que tu devrais avoir peur. » Je n'étais plus sûr de ce qui était pire, la menace extérieure qui me suivait, ou l'étrange passager assis juste derrière moi. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais plus si je devais craindre la voiture qui me suivait, ou l'homme silencieux et étrange qui était assis juste derrière moi. J'ai accéléré, ne pensant plus qu'à une chose, m'échapper. Les rues autour de moi se déformaient, devenaient méconnaissables. Je ne savais plus où j'étais. Chaque virage semblait me ramener à un endroit encore plus sombre, encore plus isolé. Le passager, toujours calme, brisa une nouvelle fois le silence, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la cabine étouffée de ma voiture. « Il est déjà trop tard », murmura-t-il presque amusé. Je pouvais le voir à travers le rétroviseur. Son sourire étrange s'élargissait de façon anormale, et ses yeux, ils étaient noirs, complètement noirs. Ce n'était pas naturel, ce n'était pas humain. Pris de panique, j'ai freiné brusquement, faisant crisser les pneus sur l'asphalte humide. La voiture qui me suivait s'arrêta à une distance trop parfaite, comme si elle avait anticipé chacun de mes mouvements. Je me suis retourné vers le passager, prêt à crier, à l'implorer de sortir. Mais il avait disparu. Le siège arrière était vide. Mon esprit essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Où avait-il pu aller? Comment avait-il pu disparaître sans que je m'en rende compte? Soudain, une main glaciale s'est posée sur mon épaule, me faisant sursauter. Mon souffle s'est coupé,
et mon corps tout entier s'est figé. Lentement terrifié, j'ai tourné la tête, sentant la panique me submerger. Il était là, à côté de moi, dans le siège passager. Ses yeux noirs brillaient dans la pénombre, et son sourire était désormais plus large, presque grotesque. « Je t'avais dit que ce n'était pas dehors que tu devais craindre. » dit-il en se penchant un peu plus près, sa voix résonnant comme un écho venu d'un autre monde. Mon corps tout entier tremblait. Je voulais sortir, courir, mais mes membres étaient paralysés par la peur. Je n'étais plus maître de moi-même, piégé dans cette voiture avec cette chose à mes côtés. Et alors que je tentais désespérément d'ouvrir la portière, un bruit sourd retentit. J'ai tourné la tête vers la route, et c'est là que j'ai compris. La voiture qui me suivait. Elle n'était plus là. Elle s'était volatilisée comme si elle n'avait jamais existé, mais il était trop tard pour fuir. Comme chaque matin, je marchais d'un pas rapide vers la station de métro en essayant de ne pas penser à l'heure. Aujourd'hui, j'avais une réunion cruciale. Et bien sûr, le temps jouait contre moi. J'avais déjà pris ce raccourci quelquefois, ce petit passage par un vieux beco entre les bâtiments. Ce n'était pas le chemin le plus accueillant, mais il me faisait gagner quelques précieuses minutes. Jusqu'à présent, rien d'inquiétant ne m'était jamais arrivé en le traversant. Aujourd'hui, pourtant, dès que j'y suis entré, quelque chose semblait différent. Le beco paraissait plus sombre que d'habitude. Les lumières des réverbères clignotaient faiblement, projetant des ombres vacillantes contre les murs en briques décrépites. L'air lui-même semblait plus épais, comme si une brume invisible s'était installée, étouffant les sons de la ville autour de moi. Je ne pouvais plus entendre le bruit des voitures, ni même les voix lointaines des passants. Il y avait seulement le silence, lourd et oppressant. Au fur et à mesure que j'avançais, chaque pas résonnait étrangement dans l'étroitesse du beco, comme si les murs eux-mêmes renvoyaient un écho sourd. Un frisson me parcourut l'échine, mais je me suis dit que c'était probablement juste l'anxiété de la journée qui montait en moi. Pourtant, malgré tous mes efforts pour rester rationnel, une sensation d'inconfort commençait à s'infiltrer dans mon esprit. Plus j'avançais, plus ce lieu, pourtant familier, me paraissait hostile. Ce qui devait être un simple raccourci commençait à me donner l'impression d'un piège qui se refermait doucement. Je continuais d'avancer, mais cette sensation étrange ne me quittait pas. C'était comme si quelque chose pesait sur mes épaules, une présence que je ne pouvais ni voir ni entendre, mais que je ressentais profondément. Mon instinct me criait de me retourner, de vérifier derrière moi, mais je refusais de céder à la peur. Après tout, j'avais déjà emprunté ce chemin sans problème. Pourquoi cela serait-il différent aujourd'hui? Malgré mes tentatives de me rassurer, l'inconfort grandissait. Finalement, incapable d'ignorer ce sentiment plus longtemps, j'ai jeté un coup d'œil rapide par-dessus mon épaule. Le beco était désert, exactement comme je l'avais laissé. Rien d'autre que les ombres floues projetées par les réverbères clignotants. J'ai soupiré de soulagement, mais ce répit fut de courte durée. Le malaise était toujours là, accroché à moi, comme une deuxième peau. J'ai accéléré le pas, espérant que plus vite je sortirais du beco, plus vite cette sensation disparaîtrait. Mais chaque mouvement que je faisais semblait amplifié, mes pas résonnaient étrangement fort dans le silence étouffant. Puis soudain, il y eut un autre bruit. Des pas, mais pas les miens. Ils étaient décalés, un léger écho qui accompagnait les miens, mais venant de derrière. Mon cœur s'est serré. Je me suis arrêté net. Le silence est revenu, total. Aucun autre bruit que le battement frénétique de mon cœur. Je me suis retourné brusquement, mais encore une fois, il n'y avait personne. Le beco était toujours vide, mais la sensation d'être suivi ne disparaissait pas. Elle s'intensifiait, comme une ombre invisible planant au-dessus de moi, prête à se manifester à tout moment. Mon souffle commençait à devenir plus court, plus rapide. Chaque pas que je faisais résonnait dans le beco comme une claque contre les murs de briques, mais ce n'était plus seulement mes pas que j'entendais. Les échos des autres pas, ceux qui n'étaient pas les miens, revenaient plus forts, plus proches. J'avais cette sensation horrible que quelqu'un ou quelque chose synchronisait ses mouvements avec les miens, mais à une fraction de seconde près, comme un miroir déformé de ma propre démarche. Mon esprit s'embrouillait. Chaque fois que je m'arrêtais pour écouter,
Les pas s'arrêtaient aussi. C'était presque comme si... Non, c'était absurde. Il n'y avait personne. Il ne pouvait pas y avoir quelqu'un. Pourtant, cette étrange synchronisation me glaçait le sang. Mon cœur battait si fort que je pouvais sentir ses pulsations dans mes tempes, et la panique s'insinuait en moi, aussi rapide que les battements frénétiques de mon pouls. Je tentais de rationaliser, de me convaincre que c'était juste un jeu de son, un simple écho, peut-être même un rat ou un chat qui traînait quelque part dans les coins sombres du bocal. Mais à mesure que je progressais, les murs semblaient se rapprocher. Le chemin devenait de plus en plus étroit, comme s'il essayait de me piéger, de me forcer à faire face à cette présence invisible. Les réverbères, qui vacillaient faiblement, semblaient de plus en plus distants, plongeant certaines sections du bocal dans une obscurité totale. C'est alors que je l'ai entendu clairement. Un pas lourd, distinct du rythme de mes propres pas. Il venait de juste derrière moi. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus un simple écho. C'était réel. Quelqu'un était là, et il se rapprochait. Je me suis mis à courir. Mes jambes semblaient se mouvoir par instinct, m'ordonnant de fuir cette ombre invisible qui me poursuivait. Le son de mes pas résonnait dans le bocal comme une alarme désespérée, mais celui des pas derrière moi se faisait de plus en plus fort, presque triomphant. Je pouvais sentir l'adrénaline affluer dans mes veines, me poussant à aller plus vite, à échapper à ce qui m'épiait. Mais peu importe à quel point je courais, le bocal ne semblait jamais se terminer. Les murs, au lieu de s'éloigner, semblaient se resserrer, étouffant ma respiration et ma capacité à réfléchir. Je regardais sans cesse par-dessus mon épaule, espérant voir ce qui me poursuivait, mais chaque fois que je le faisais, il n'y avait que l'obscurité, plus profonde et plus terrifiante. Et pourtant, je pouvais toujours entendre ses pas, un rythme sinistre qui se rapprochait de plus en plus. J'atteignis une intersection dans le bocal, et dans un élan de désespoir, je choisis de tourner à gauche, espérant que ce chemin me mènerait vers la lumière et la sécurité. Mais chaque tournant que je prenais me semblait familier, trop familier, comme si j'étais prise dans un labyrinthe sans issue. Les murs autour de moi semblaient changer, se tordre, comme s'ils étaient vivants, se moquant de ma tentative de fuite. Soudain, je ressentis un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. Une présence se tenait là, juste derrière moi. Je pouvais presque sentir son souffle froid sur ma nuque. Je me retournai, le cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait toujours rien. Juste le bocal sombre, me dévorant lentement. À ce moment-là, je réalisais que je n'étais pas simplement en train de fuir. J'étais piégé, coincé entre ma peur et une entité que je ne pouvais pas comprendre. Mon corps se mit à trembler alors que la réalité de ma situation s'enfonçait dans mon esprit. La panique s'installait en moi comme une prise de fer, me comprimant la poitrine et obscurcissant mes pensées. Je savais que je ne pouvais pas rester là, que je devais continuer à avancer, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les murs du bocal me semblaient maintenant hostiles, comme s'ils se refermaient autour de moi. Et chaque écho de mes mouvements était accompagné par le son persistant de cette présence qui me suivait, sans relâche. Je décidai de continuer à courir, de fuir ce qui me menaçait. Au fond de moi, une partie de moi savait que cela ne faisait qu'aggraver la situation. Plus je courais, plus je m'enfonçais dans cette obscurité, et plus je me sentais perdu. Mon esprit commençait à se brouiller, les pensées se mélangeant en un chaos terrifiant. Je m'accrochais à l'espoir que si je pouvais seulement atteindre l'autre bout du bocal, je retrouverais la lumière et la sécurité. Finalement, après une éternité de course, je vis une lueur au bout du bocal. Mon cœur s'est emballé. C'était une ouverture, peut-être la sortie. Je redoublais d'efforts, mes jambes se mettant à m'emmener vers cette lumière salvatrice. Mais à mesure que je me rapprochais, un cri silencieux s'éleva en moi. Cette lumière n'était pas seulement une issue, mais elle révélait également la vérité que je redoutais. En traversant la dernière ombre, je réalisais avec horreur que la lumière ne provenait pas d'un espace ouvert, mais d'une fenêtre d'un bâtiment en ruine. Je m'arrêtai, les yeux écarquillés, voyant des silhouettes indistinctes se mouvoir derrière la vitre. Elles ne semblaient pas humaines. À cet instant, la présence derrière moi devint écrasante, presque tangible. Je me retournai lentement, sentant mon cœur s'arrêter. Là, dans l'obscurité,
je vis une forme indistincte se dessiner. Mes jambes ne pouvaient plus bouger, comme si elles étaient ancrées au sol. La terreur se mêla à la fatigue, me laissant dans un état de paralysie, piégé entre l'invisible et l'inconnu. Ce qui me poursuivait était enfin là, et je savais que, peu importe à quel point j'avais essayé de fuir, il n'y avait pas d'échappatoire. Nous venions de passer un week-end merveilleux, loin de tout, dans un petit village où le temps semblait s'être arrêté. Le retour à la réalité était inévitable, mais j'étais content de reprendre la route, même si je savais que la fin de ces moments paisibles approchait. Mon mari conduisait et je jetais un dernier regard sur les paysages qui défilaient derrière nous. Soudain, il freina brusquement. Une grande plaque orange indiquait détour, avec une flèche pointant sur la droite. « Ça ne m'étonne pas, » dit-il en soupirant, « ils font toujours des travaux sur cette route. » Il hocha la tête et tourna le volant sans hésiter. C'était étrange, parce qu'on n'avait pas vu de panneau de déviation avant cela, et j'étais un peu surprise qu'il n'y ait pas eu d'avertissement plus tôt. Mais je ne m'en inquiétais pas trop, ce n'était qu'un détour après tout. Nous avons quitté la route principale pour emprunter une petite route qui semblait assez tranquille. Au début, c'était tout à fait normal. Quelques champs à perte de vue, quelques fermes, rien d'anormal. La route était étroite, mais plutôt bien entretenue. Je jetai un coup d'œil à la carte, mais il n'y avait pas beaucoup de détails à propos de cet itinéraire. Mon téléphone ne captait rien, ce qui me sembla un peu bizarre. Mais j'ai supposé que la couverture n'était pas excellente dans cette région. Je n'avais pas l'intention de m'inquiéter, mais l'atmosphère changeait lentement. Le ciel s'était assombri, et la route semblait se perdre dans un coin reculé de la campagne. Le silence autour de nous était presque lourd. Je commençais à avoir une étrange sensation, comme si quelque chose n'allait pas. Mais je n'ai rien dit, pensant que c'était juste mon imagination. La route semblait s'étirer à l'infini devant nous, de plus en plus étroite à mesure que nous avancions. Les champs avaient laissé place à des forêts denses, leurs arbres tortueux s'inclinant presque sur la route comme des spectres, créant une ombre épaisse qui semblait absorber la lumière du jour. Je jetai un regard furtif par la fenêtre, mais il n'y avait rien, juste une étendue sauvage qui semblait ne jamais finir. On dirait que cette route ne mène nulle part. Dis-je à mon mari, qui conduisait avec une certaine concentration, les yeux fixés sur l'asphalte qui devenait de plus en plus dégradé. Il hocha la tête, mais ne répondit rien. Peut-être que lui aussi ressentait une étrange tension dans l'air, un malaise qu'on ne pouvait pas expliquer, mais qui pesait sur nous. Nous avons roulé encore un bon moment sans voir une seule âme, pas même une autre voiture. Il n'y avait aucune indication sur la route, aucune indication de civilisation à proximité. Cela m'angoissait un peu. J'avais l'impression d'être coincé dans un endroit hors du temps, où le monde extérieur n'existait plus. Je vérifiai mon téléphone une nouvelle fois, mais le message, aucun signal, était toujours affiché. J'ai pris une profonde inspiration et essayé de calmer mon esprit. Ce n'était peut-être qu'une zone reculée après tout. Le silence était lourd, presque oppressant. Pas un bruit, à peine un souffle d'air. Il n'y avait même pas d'animaux. Plus on avançait, plus la route semblait sombrer dans l'obscurité. Il était encore tôt, mais tout autour de nous donnait l'impression que le crépuscule approchait trop vite. Les arbres qui bordaient la route se resserraient de plus en plus, formant un tunnel naturel de feuillage, comme si la route elle-même voulait nous avaler. C'était dérangeant. Au bout de quelques kilomètres, quelque chose d'étrange attira mon attention. À côté de la route, je vis une vieille voiture abandonnée. Sa carrosserie rouillée et son pare-choc défoncé. Les fenêtres étaient couvertes de saleté, comme si personne n'avait touché à ce véhicule depuis des années. Mon mari n'avait pas remarqué, il était concentré sur la route, mais moi, je n'arrivais pas à détourner le regard. Une sensation désagréable me parcourut. Pourquoi une voiture abandonnée ici, en pleine campagne, sans qu'il n'y ait aucune trace de vie autour? Nous continuâmes à avancer, mais à chaque virage, je commençais à apercevoir d'autres voitures, chacune plus délabrée que la précédente. Une, un peu plus loin, était garée de manière étrange, les roues complètement tordues, comme si elle avait été laissée en urgence.
D'autres avaient des traces de boue ou des branches cassées autour d'elles, comme si elles avaient été abandonnées après avoir été précipitées hors de la route. « Tu as vu ça ?» demandai-je finalement, ma voix tremblante. « Qu'est-ce que ces voitures foutent là ?» Mon mari jeta un coup d'œil, fronçant les sourcils, mais il continua à conduire. « C'est bizarre, mais ça arrive parfois. Des gens qui se retrouvent bloqués, je suppose. » Je n'étais pas convaincu. La sensation que quelque chose n'allait pas grandissait en moi, comme une pression dans ma poitrine. Chaque voiture que nous croisions semblait nous observer, figée dans une position inquiétante, sans raison apparente. Et chaque fois que nous passions à côté, j'avais cette impression de vide, comme si quelque chose ou quelqu'un nous attendait juste un peu plus loin, hors de notre champ de vision. J'avais beau chercher un moyen logique de tout expliquer, quelque chose d'indescriptible me dérangeait profondément. C'était comme si cette route elle-même était en train de me piéger, de m'attirer plus profondément dans quelque chose que je ne comprenais pas. Nous avons roulé encore un bon moment, mais à chaque instant, la sensation de malaise devenait de plus en plus palpable. Nous avions maintenant croisé une dizaine de voitures abandonnées, certaines dans des positions si étranges qu'elles semblaient avoir été poussées là, comme si elles avaient été projetées hors de la route. Le silence pesait lourdement sur nous, à tel point que je pouvais presque entendre le bruit de notre moteur résonner dans le vide autour de nous. À un moment donné, je remarquai que la lumière du jour commençait à se faner plus vite qu'elle ne l'aurait dû. Le ciel, d'un bleu clair quelques instants plus tôt, avait pris une teinte plus sombre, presque noire. La route, pourtant large au début, était désormais tellement étroite que nous ne pouvions presque plus passer à deux voitures. « On ne dirait pas qu'on avance, » murmurai-je. « On fait juste tourner en rond. » Mon mari se tourna vers moi, ses sourcils froncés, et appuya sur l'accélérateur, mais rien n'y fit. La route ne semblait jamais finir. Nous n'avions vu aucun croisement, pas une seule maison, juste des arbres et des champs qui défilaient en silence. Il tourna à gauche, espérant que ce changement de direction nous sortirait de ce cauchemar. Mais au bout de quelques minutes, il se rendit compte qu'il reconnaissait la route. Nous étions revenus au même endroit. « Quoi ?» dit-il, la voix empreinte de confusion. « C'est impossible. » Nous étions exactement là où nous avions commencé, face à la même voiture abandonnée, les mêmes arbres tortueux. La route n'avait pas changé. Il fit demi-tour et tenta de revenir en arrière, mais une fois de plus, la route semblait se replier sur elle-même, nous renvoyant toujours au même endroit. « Ce n'est pas possible, » soufflai-je. « Il faut qu'on fasse demi-tour à nouveau. » Mais à chaque nouvelle tentative, la route nous ramenait toujours au même point, comme si elle était vivante, manipulant nos choix, nous enfermant dans un cercle sans fin. La panique monta en moi. Le soleil était désormais complètement caché, et l'obscurité tombait rapidement, enveloppant tout autour de nous. « On doit sortir d'ici. On ne peut pas rester ici. » dis-je, mes mains serrant la porte. Mais quelque chose au fond de moi savait que tout ça n'était qu'un piège. Nous n'arrivions pas à partir, et plus nous tentions, plus l'atmosphère devenait oppressante. La panique commençait à m'envahir, mais je savais que je devais garder mon calme. « Essaye encore une fois, » dis-je, la voix tremblante. Mon mari, la mâchoire serrée, tourna le volant une nouvelle fois, décidé à sortir de ce cauchemar. Nous roulions maintenant sans vraiment savoir où nous allions, mais il y avait une sensation évidente que la route ne nous laisserait jamais partir. Chaque virage semblait nous conduire exactement au même endroit, comme si le monde autour de nous avait décidé de nous emprisonner là. Soudain, après ce qui me sembla être des heures, la route finit par nous mener à un petit village, ou du moins ce qui en restait. Des maisons décrépites se dressaient dans une rangée, certaines avec des fenêtres brisées, d'autres presque totalement effondrées. Le silence était encore plus lourd ici. Une sorte de mort palpable régnait dans l'air. Nous étions désormais complètement dans l'obscurité, et les quelques faibles lumières qui émanaient des fenêtres cassées étaient les seules choses qui brillaient dans ce paysage d'apocalypse. « Je crois qu'on est arrivé, » murmura mon mari, les yeux écarquillés, scrutant la scène avec angoisse. Il ralentit, mais avant même qu'il puisse s'arrêter complètement, un cri perça le silence. Un cri perçant, inhumain, qui semblait provenir de l'une des maisons.
Puis, au loin, une silhouette émergea de l'obscurité. Un homme, ou plutôt une forme humaine, se tenait là, immobile, dans une lumière faible. Mon cœur s'arrêta un instant. Il ne bougeait pas, mais il nous regardait fixement, ses yeux brillants dans la nuit. Puis, dans un souffle rauque, il fit un pas en avant et laissa échapper une phrase qui me glaça le sang. « Vous n'êtes pas censé être là. » Avant que je ne puisse réagir, il disparut dans l'ombre comme une illusion. Mon mari voulut immédiatement démarrer et repartir. Mais lorsque nous regardâmes devant nous, la route semblait avoir changé. Une barrière invisible, un mur impalpable, nous bloquait. Il y avait désormais des signes, comme des symboles gravés sur le sol de la route, des marques que nous n'avions pas vues avant. Nous n'étions plus seuls. Ce n'était pas simplement un village abandonné. C'était une prison. Les portes de certaines maisons s'ouvrirent lentement. Une silhouette apparut derrière chaque fenêtre brisée, toute fixant la voiture sans un bruit. Et c'est alors que je vis une dernière chose écrite sur le sol poussiéreux, juste devant nous. Une phrase gravée avec soin. « Vous ne repartirez jamais. » Le cœur battant à tout rompre, je compris enfin. Nous étions pris au piège dans cet endroit, et la route, la déviation, tout cela n'était qu'un piège machiavélique, un piège dont il était désormais impossible de sortir. La fête chez mes amis venait de se terminer, et comme à mon habitude, je décidai de rentrer chez moi à pied. Ce n'était pas bien loin, juste une petite dizaine de minutes de marche, et je préférais toujours l'air frais de la nuit au trajet en voiture. La rue était familière, je la connaissais par cœur, chaque pavé, chaque arbre, chaque coin de rue. C'était un trajet que j'avais fait des centaines de fois, aussi souvent que je pouvais m'en souvenir. Et je n'avais jamais eu de raison de douter de ma sécurité sur ce chemin. La nuit était calme, presque paisible. Le ciel était clair, et la lumière de la lune filtrait à travers les branches des arbres, projetant des ombres longues sur le trottoir. Je marchais lentement, en repensant à la soirée, au rire, à la chaleur des discussions avec mes amis. C'était agréable de s'échapper de la routine pour une fois, de profiter d'un peu de légèreté. Au fur et à mesure que je m'éloignais de la maison de mes amis, le bruit de la ville semblait s'éteindre peu à peu. Le léger bourdonnement des néons des magasins se dissipait derrière moi, et je me retrouvais seul dans le silence de la rue. Il n'y avait pas un chat dehors, pas un bruit, si ce n'était pas résonnant sur le pavé. Ce silence me parut étrange, mais je n'y pensais pas trop. Après tout, il était tard, tout le monde devait être rentré chez soi. Je passais devant les maisons qui bordaient la rue, toutes plongées dans l'obscurité, à l'exception de quelques fenêtres éclairées par des veilleuses. C'était une zone résidentielle tranquille, sans aucun danger apparent. Tout semblait normal, presque trop normal. Je jetai un coup d'œil autour de moi, mais rien ne m'indiquait que quelque chose ne tournait pas rond. Pourtant, une légère sensation d'inconfort commença à m'envahir. Comme si quelque chose dans l'air avait changé. Alors que je continuais ma marche, un frisson traversait soudainement mon échine. Le silence, qui m'avait toujours paru réconfortant, devenait étouffant. J'essayais de me rassurer en me disant que c'était simplement la fatigue de la soirée qui me jouait des tours, mais quelque chose clochait. La lumière des réverbères semblait moins vive, comme si elle se battait contre l'obscurité grandissante. D'abord, un léger scintillement, puis un autre, et avant même que je m'en rende compte, les lumières des lampadaires commencèrent à clignoter sporadiquement. Je m'arrêtai un instant, regardant autour de moi, essayant de comprendre ce qui se passait. Chaque lampe vacillait comme si l'électricité était instable, mais la rue entière semblait touchée. Pas une seule lumière ne restait stable. C'était comme si l'environnement lui-même devenait déconnecté, comme un film qui saute sans logique ni raison. J'avais l'impression d'être pris dans un mauvais rêve. Je redoublais d'efforts pour me convaincre que ce n'était rien, qu'il devait y avoir une explication simple à ce phénomène. Peut-être un problème technique avec les lignes électriques. Mais plus j'avançais, plus le sentiment d'irréalité grandissait. Le vent se leva, soufflant doucement entre les arbres, et les ombres semblaient bouger plus rapidement qu'avant. Le calme de la rue, l'habitude des lieux, tout cela commençait à me peser. Je jetai un autre regard autour de moi, cherchant une distraction, mais tout ce que je vis furent des maisons sombres,
Leurs fenêtres, comme des yeux vides, observant, sans un bruit. Et puis, dans ce silence oppressant, je remarquai quelque chose d'encore plus étrange. À travers les fenêtres des maisons, des ombres se mouvaient. Ce n'étaient pas des mouvements soudains, bruyants ou explicites, mais des déplacements imperceptibles, presque furtifs. Des silhouettes qui glissaient dans le coin de ma vision, toujours dans une tranquillité morbide, sans bruit, sans raison. Je me forquai à regarder plus attentivement, mais dès que j'essayais de me concentrer sur une maison en particulier, la silhouette disparaissait. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Ce n'était pas normal. Rien n'était normal. Je continuais à avancer, tentant de balayer l'inquiétude qui me rongeait, mais chaque pas que je faisais ne faisait qu'aggraver mon malaise. Les ombres dans les fenêtres semblaient me suivre, se déplaçant de manière presque calculée. Au début, je pensais que c'était simplement mes yeux qui me jouaient des tours. La fatigue, l'alcool peut-être, mais je n'arrivais plus à ignorer ce qui se passait autour de moi. À chaque maison, une silhouette apparaissait, floue, indistincte, comme un être humain figé dans une posture étrange, juste derrière la vitre. Certaines semblaient se mouvoir lentement, d'autres restaient figées, comme si elles m'observaient, m'étudiaient. Elles n'émettaient aucun bruit, aucun signe de vie, mais je sentais leur présence lourdement, comme une pression constante. Je jetai un rapide coup d'œil sur ma droite. Une silhouette, cette fois-ci plus proche, se déplaçait rapidement à travers la fenêtre d'une maison que je reconnaissais bien. Le mouvement n'était pas fluide, mais saccadé, comme si quelque chose ou quelqu'un luttait pour rester immobile. Je m'arrêtai net, déglutissant difficilement. Le souffle court, je fis un pas en arrière, espérant que cela suffirait à briser la tension de la scène. Mais non. Chaque fois que je tentais de me concentrer sur les ombres, elles semblaient se multiplier, se déplacer, se faufiler d'une fenêtre à l'autre. Les rues que je croyais connaître semblaient tout à coup se transformer sous mes pieds, et les maisons autour de moi, qui jusque-là paraissaient si banales, étaient maintenant empreintes d'une atmosphère oppressante, menaçante. Je secouai la tête, essayant de chasser cette idée absurde que des gens se cachaient derrière les fenêtres. Peut-être étaient-ils là comme moi, seuls et absorbés par la nuit. Mais même en me répétant ces pensées, quelque chose au fond de moi savait que ce n'était pas ça. C'était comme si tout cela m'était destiné, comme si l'environnement lui-même était devenu une entité vivante, prête à m'engloutir. Je tentais de me concentrer sur ma marche, d'ignorer les fenêtres. Mais plus je passais devant ces maisons, plus elles semblaient se rapprocher. Les ombres devenaient plus claires, plus nettes, et bientôt je n'avais plus qu'une seule pensée en tête. Il y avait quelqu'un ou quelque chose là dans ces maisons qui m'observait, quelque chose de malveillant. Alors que je poursuivais mon chemin, le sentiment de désorientation devint insupportable. Je pris un tournant que je pensais familier, espérant retrouver un peu de confort dans la routine de mes pas, mais je réalisai rapidement que quelque chose n'allait pas. La rue devant moi ne semblait pas correspondre à ce que je connaissais. Les maisons, bien que similaires, avaient une apparence plus floue, comme si elles étaient peintes dans des teintes plus sombres, plus menaçantes. Je m'arrêtai, le cœur battant, et tentais de me rappeler de la dernière intersection. Je n'avais pas fait demi-tour, mais chaque fois que je regardais en arrière, je voyais les mêmes ombres, les mêmes fenêtres, comme si je n'avais jamais bougé. Je pris une profonde inspiration et me forquai à avancer. Je savais que je devais rester calme, que je ne pouvais pas céder à la panique. À chaque nouvelle rue que je prenais, je sentais un poids s'ajouter à mon corps, comme si la ville elle-même cherchait à me retenir. Je décidai de changer de direction encore une fois, pensant que cela me sortirait de ce cauchemar. Je tournai à gauche, puis à droite, essayant de suivre un chemin que je n'avais jamais emprunté auparavant, mais à chaque coin de rue, je me retrouvais à la même intersection, devant les mêmes maisons. C'était comme si le paysage urbain avait été tissé pour me piéger, un labyrinthe sans issue dont je ne pouvais échapper. Je regardais ma montre, espérant que le temps s'écoulait, mais elle indiquait toujours la même heure. Un rappel cruel que j'étais coincé dans un cycle qui ne semblait pas vouloir se briser. Mon esprit commença à frémir sous la pression, et je réalisais que j'étais piégé dans cette ville nocturne,
pris au piège par quelque chose d'invisible mais terriblement réel. Un frisson de terreur m'envahit. J'entendis alors un léger bruit derrière moi, comme un murmure, un chuchotement presque inaudible qui me fit tourner la tête. Je vis une ombre se mouvoir plus près, surgissant d'un coin de rue, mais dès que je posai les yeux dessus, elle disparut. L'impression d'être observé se renforçait, et je savais que quelque chose était là, attendant, manipulant ma perception, jouant avec mes peurs. Je devais fuir, mais la route semblait me renvoyer sans cesse à son point de départ, comme si chaque détour n'était qu'une illusion. L'angoisse me submergeait. Je ne pouvais pas rester ici. Je ne pouvais pas continuer à tourner en rond. L'angoisse atteignait des sommets, alors que je réalisais que chaque tentative de quitter cette rue maudite ne faisait que renforcer mon sentiment d'impuissance. Je ne pouvais plus ignorer le fait qu'il y avait quelque chose de maléfique dans cette ville. Une force obscure qui se jouait de moi. Je me mis à courir, cherchant désespérément une échappatoire. Mais chaque pas semblait m'attirer encore plus profondément dans ce cauchemar. Alors que je sprintais, la lumière des lampadaires commença à vaciller de plus en plus, créant une ambiance de plus en plus sinistre. Je passais devant une autre maison, et cette fois, une ombre se tenait juste derrière la fenêtre, immobile, me fixant avec une intensité déconcertante. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je comprenais que je n'étais pas seul. Quelque chose se cachait dans cette obscurité, quelque chose qui se délectait de ma peur. Je tournai une nouvelle fois à droite, espérant que ce chemin mènerait à une sortie. Mais à ma grande horreur, je débouchai sur une rue que je reconnaissais trop bien. C'était le même endroit où j'avais commencé, le même croisement qui m'avait piégé dans ce cycle infernal. Je fis volte-face, mais les ombres derrière moi se rapprochaient. J'entendis un bruit, une sorte de murmure qui semblait émaner des murs eux-mêmes, comme si la ville essayait de me parler, de me dire quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Au bout de la rue, je vis une silhouette se matérialiser. Un être indistinct, à la fois familier et terrifiant. Mon instinct me cria de fuir, mais mes jambes étaient clouées au sol, paralysées par la peur. La silhouette se mit à avancer lentement vers moi, ses mouvements fluides et saccadés à la fois. Je réalisais que je n'avais plus d'échappatoire, que chaque rue, chaque maison était maintenant un reflet de mon désespoir. C'est alors que je vis une porte à ma droite, une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant. Sans réfléchir, je me précipitai vers elle, espérant qu'elle serait mon salut. En un instant, je l'ouvris et me glissai à l'intérieur, mais ce que je découvris à l'intérieur me figea sur place. Je me trouvais dans une pièce sombre, remplie de vieux meubles recouverts de draps poussiéreux. Les murs étaient tapissés de miroirs, tous reflétant mon image, mais chaque reflet était déformé, comme si j'étais prisonnier d'un monde alternatif. Dans ce moment de confusion, je réalisais que je n'étais pas seul. Les ombres de la rue m'avaient suivi, se faufilant à travers la porte, entourant la pièce. Les murmures redoublèrent, se transformant en cris stridents résonnant dans ma tête. Mon cœur battait la chamade alors que je comprenais que j'étais désormais au cœur de leur piège, à jamais enchaîné à cette ville, à ces ombres. Condamné à revivre ma terreur encore et encore, sans jamais trouver le chemin du retour. Je prends le bus tous les jours pour aller au travail. C'est devenu une routine tellement ancrée dans mon quotidien que je ne fais plus vraiment attention au trajet. Je monte toujours à la même heure, m'assois au même endroit, juste à côté de la fenêtre, et laisse mes pensées vagabonder pendant que la ville défile devant mes yeux. Je suis souvent épuisé. Le boulot me prend toute mon énergie, alors il n'est pas rare que je m'assoupisse, juste pour quelques minutes. Mais aujourd'hui, c'était différent. Je ne sais pas pourquoi, mais à peine le bus avait-il quitté mon arrêt que mes paupières se sont faites lourdes, bien plus que d'habitude. J'ai posé ma tête contre la vitre, bercé par le ronronnement du moteur et les cahots de la route. Et puis, je me suis endormi, profondément. Un sommeil lourd, sans rêve, comme si mon corps avait décidé de m'échapper complètement. Quand j'ai ouvert les yeux, un étrange malaise m'a envahi. Le bus était toujours en mouvement, mais quelque chose n'allait pas. J'ai regardé autour de moi et j'ai immédiatement réalisé que j'avais dépassé mon arrêt.
Le bus, habituellement plein à cette heure de la journée, était désert. Je me suis redressé brusquement, mon cœur battant plus vite. Je n'étais plus sûr de combien de temps j'avais dormi. Le plus étrange, c'était que je ne reconnaissais pas le paysage. Les immeubles familiers, les cafés que je voyais chaque matin, tout avait disparu, remplacé par des rues vides et grises que je n'avais jamais vues auparavant. Le ciel, couvert de nuages épais, donnait une lumière blafarde et oppressante. Une sueur froide a commencé à perler sur ma nuque. Je me suis retourné pour voir qui restait dans le bus, mais j'étais seul. Seul, à l'exception du conducteur, silencieux, concentré sur la route. J'ai immédiatement senti une montée de panique. Il fallait que je descende, que je sorte de ce bus au plus vite. Je me suis levé précipitamment, titubant légèrement à cause du mouvement du véhicule, et je me suis dirigé vers l'avant, là où se trouvait le conducteur. Je n'aime pas vraiment interagir avec les chauffeurs de bus, mais là, je n'avais pas le choix. J'ai frappé doucement à la paroi de plexiglas qui nous séparait. « Excusez-moi, monsieur ?» Ma voix était hésitante, faible même, comme si l'air du bus rendait chaque mot plus difficile à prononcer. Aucune réponse. Le conducteur ne bougeait pas d'un pouce, les yeux fixés droit devant lui. C'était étrange, il aurait dû m'entendre. Peut-être qu'il avait des écouteurs, ou qu'il était simplement perdu dans ses pensées. J'ai frappé un peu plus fort, essayant cette fois d'attirer véritablement son attention. « Monsieur, j'ai raté mon arrêt, est-ce que vous pourriez m'arrêter au prochain ?» Mon ton était un peu plus insistant, trahissant l'angoisse qui montait en moi. Toujours rien. Pas un geste, pas un mot. Je pouvais voir son visage, à moitié éclairé par les lumières du tableau de bord, mais il semblait totalement indifférent à ma présence. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai commencé à jeter des coups d'œil à travers les fenêtres, espérant apercevoir un arrêt, un panneau, quelque chose qui me serait familier. Mais tout ce que je voyais, c'était des rues désertes, des bâtiments abandonnés et une atmosphère de plus en plus oppressante. Les lumières du bus clignotaient légèrement, projetant des ombres mouvantes sur les sièges vides. À cet instant, une pensée horrible m'a traversé l'esprit. Et si ce bus ne s'arrêtait jamais? Le malaise s'est transformé en peur. Je me suis retourné vers le conducteur, désespéré. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Ses yeux. Ils n'étaient pas fixés sur la route, comme je l'avais d'abord pensé. Non, ils étaient dirigés vers moi, à travers le rétroviseur. Ils me regardaient. Tout ce temps, ils m'observaient en silence, sans même tourner la tête. Mon souffle s'est coupé. Ils me regardaient, mais d'une manière anormale, presque inhumaine. Ses yeux, sombres et sans expression, étaient fixés sur moi dans le rétroviseur, immobile, comme s'il attendait quelque chose. Je me suis figé, incapable de détacher mon regard du sien. C'était comme si le temps s'était suspendu, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que nous étions les seuls êtres vivants dans cet espace isolé du monde extérieur. Je me suis forcé à détourner les yeux, mon cœur battant à tout rompre. Peut-être que j'avais mal vu. Peut-être que c'était juste un effet de la lumière, ou le fruit de mon imagination fatiguée. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas le cas. Je sentais encore son regard sur moi, pesant, oppressant. Je suis retourné à mon siège, m'efforçant de reprendre mon calme. J'essayais de rationaliser la situation. Le conducteur devait juste être bizarre, peut-être un peu distrait, ou simplement asocial. Ça n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas répondu, mais je devais me calmer. Paniquer n'allait pas m'aider. Cependant, plus les minutes passaient, plus l'atmosphère devenait lourde. Le bus semblait avancer sans fin à travers des rues qui n'avaient rien de familier. J'avais l'impression d'être dans un endroit hors du temps, comme si le monde que je connaissais avait disparu derrière moi. Je sortis mon téléphone, espérant utiliser le GPS pour me localiser, mais il n'y avait aucun signal. Pas de réseau. Rien. Je regardais de nouveau par la fenêtre. Les paysages étaient devenus encore plus étranges. Des terrains vagues, des bâtiments en ruine, des arbres morts. C'était comme si le bus me transportait vers une sorte de no man's land, un endroit où personne ne devrait se trouver. À ce moment-là, une panique sourde commença à s'emparer de moi. Ce n'était plus simplement un trajet raté. Il y avait quelque chose de terriblement mauvais dans cette situation. J'ai essayé de me convaincre que je pouvais encore descendre, que j'allais trouver une issue.
Mais plus j'observais la route déserte, plus je me sentais piégé, comme si ce bus était devenu ma prison. L'angoisse montait en moi à chaque seconde. Il fallait que je sorte de ce bus, coûte que coûte. Mon regard se dirigea vers les portes arrière. Peut-être que je pourrais les forcer à s'ouvrir. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me levais discrètement de mon siège. Je ne voulais pas attirer l'attention du conducteur, même si, au fond de moi, je savais qu'il me surveillait toujours. Je me suis dirigé vers les portes, mes mains tremblantes, alors que j'essayais de trouver un moyen de les ouvrir manuellement. J'ai appuyé sur le bouton d'urgence, mais rien ne se produisait. Les portes restaient fermées, figées comme si elles faisaient partie de la structure même du bus, scellées hermétiquement. Frustré, j'ai regardé autour de moi, cherchant désespérément une autre issue. Mais tout dans ce bus semblait anormal. Les sièges, autrefois si ordinaires, me paraissaient maintenant étranges, usés, comme s'ils n'avaient pas été utilisés depuis des années. Les fenêtres étaient recouvertes d'une fine couche de poussière, et le monde extérieur semblait de plus en plus flou, presque irréel. Je me suis approché de l'une des fenêtres, tentant de l'ouvrir, mais elle non plus ne bougeait pas. Le bus roulait toujours, implacable, à travers ce paysage désertique et déprimant. J'avais l'impression que peu importe ce que je faisais, il n'y aurait pas de sortie. C'est alors que j'ai senti quelque chose d'étrange. Une présence. Ce n'était plus seulement le regard du conducteur qui pesait sur moi, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible mais palpable, comme si l'air lui-même était devenu hostile. Je me suis retourné brusquement vers l'avant du bus. Le conducteur était toujours là, silencieux, mais maintenant, je pouvais le sentir plus clairement. Son regard à travers le rétroviseur n'était plus seulement une observation passive. C'était une surveillance froide, calculée. Il savait que j'essayais de fuir, et il ne me laisserait pas partir. Le bus semblait rouler plus vite, et les paysages défilaient à une vitesse vertigineuse, distordus, comme s'ils n'étaient plus réels. La panique m'envahissait complètement. Je n'avais plus le contrôle. Je me suis effondré sur l'un des sièges, le souffle court, mon esprit envahi par une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque fibre de mon corps me disait que je devais fuir, mais il n'y avait aucune issue. J'étais piégé dans ce bus, avec cet homme au volant, ce conducteur qui semblait être quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple chauffeur. Soudain, le bus a ralenti, comme s'il s'apprêtait à s'arrêter. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, partagé entre l'espoir d'une échappatoire et la peur de ce qui m'attendait dehors. La route devant nous s'ouvrait sur un endroit que je n'avais jamais vu. Il n'y avait plus de bâtiments, plus de lumière, juste une sorte de clairière désertique, plongée dans une obscurité presque totale. Le bus s'est arrêté complètement, et pendant quelques secondes, un silence assourdissant a régné. Puis j'ai entendu le cliquetis de la porte avant. Elle s'ouvrait lentement comme une invitation à sortir. Mais je ne bougeais pas. Je savais au fond de moi que ce n'était pas une invitation. C'était un piège. Mes mains tremblaient et je fixais la porte, incapable de décider quoi faire. Devais-je courir dehors, affronter l'inconnu, ou rester à bord avec cet homme qui me terrorisait de plus en plus? C'est alors que j'ai entendu des pas. Des bruits sourds, venant de l'extérieur, se rapprochant lentement du bus. Je ne pouvais pas voir qui ou quoi approchait à travers les vitres sales. Mais je sentais cette présence grandir, comme si elle m'attirait, comme si elle m'attendait. Le conducteur n'avait toujours pas bougé, mais je savais qu'il savait. Tout cela faisait partie d'un plan, et j'étais au centre de ce cauchemar. Dans un dernier sursaut de désespoir, j'ai couru vers le fond du bus, me cachant derrière les sièges, retenant mon souffle. Les pas se rapprochaient, plus lourds, plus lents. Quelqu'un ou quelque chose montait à bord. Le silence dans le bus était devenu oppressant, brisé uniquement par ces pas, échos funestes qui résonnaient dans l'espace confiné. Puis, tout s'est arrêté. Les pas se sont tus. Je pouvais sentir une présence juste derrière moi. Je n'osais pas bouger, pas respirer, mais je savais qu'elle était là, juste à quelques mètres. Une ombre. Une forme que je ne pouvais pas voir, mais qui me fixait, comme le conducteur l'avait fait plus tôt, attendant que je fasse un faux mouvement. Et à cet instant, j'ai compris. Peu importe ce que je faisais, peu importe où je me cachais, il n'y avait aucune échappatoire.
J'étais déjà pris au piège depuis le moment où j'étais monté dans ce bus. Je me souviens encore du jour où j'ai décidé d'essayer cette nouvelle piste de vélo. L'application de sport que j'utilise régulièrement m'avait suggéré une route un peu à l'écart de la ville, loin du bruit et de la circulation. J'avais besoin de me déconnecter, de m'éloigner de l'agitation quotidienne, et cette piste semblait parfaite. Le matin était frais, le ciel d'un bleu éclatant, et je me sentais plein d'énergie, prêt à parcourir des kilomètres dans ce cadre serein. Dès que j'ai quitté les rues principales, je me suis senti presque instantanément apaisé. La piste serpentait à travers une forêt dense, mais l'atmosphère était accueillante, presque paisible. Le bruit des oiseaux, le craquement des feuilles sous mes roues, tout contribuait à créer une ambiance relaxante. Je m'étais dit que c'était l'un des meilleurs choix que j'avais fait récemment. Les premiers kilomètres étaient faciles. Je pédalais à un bon rythme, respirant à plein poumon cet air pur que l'on ne trouve jamais en ville. À mesure que je m'enfonçais dans la nature, les voitures et le bruit des moteurs disparaissaient, remplacés par le souffle régulier de mes poumons et le murmure des arbres autour de moi. L'isolement était exactement ce dont j'avais besoin. Je vérifiais régulièrement l'application pour m'assurer que j'étais sur la bonne route. Tout semblait en ordre, et le trajet promettait d'être aussi agréable qu'on me l'avait vendu. Plus je m'éloignais de la ville, plus je sentais ce calme inhabituel m'envahir. C'était comme si le monde extérieur n'existait plus, comme si j'étais seul avec la nature. À ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé que cette sensation de tranquillité pouvait si vite basculer en quelque chose de bien plus oppressant. À mesure que je continuais à pédaler, quelque chose a commencé à changer. Presque imperceptiblement au début. Les sons autour de moi, si vivants et rassurants jusque-là, semblaient s'estomper. Le chant des oiseaux, qui rythmait mes coups de pédale, avait disparu. Il n'y avait plus le bruissement des feuilles sous la brise, plus le clapotis de l'eau d'un ruisseau que j'avais traversé un peu plus tôt. Le silence s'était installé, un silence lourd, presque oppressant. Je me suis arrêté un instant, pensant que c'était juste une impression due à la fatigue. Ou peut-être que j'étais simplement trop concentré sur mon parcours. J'ai regardé autour de moi, mais tout semblait normal. Les arbres étaient toujours là, immobiles, formant un tunnel de verdure au-dessus de moi. Pourtant, quelque chose ne collait pas. C'était comme si la forêt elle-même retenait son souffle, comme si elle m'observait. En vérifiant mon téléphone, j'ai remarqué que le signal avait disparu. Aucune barre de réseau. Pas de panique, me suis-je dit. Après tout, c'était une route isolée, et il était normal de ne pas avoir de couverture ici. J'ai décidé de continuer, espérant que le signal reviendrait plus loin sur la piste. Mais plus je pédalais, plus le malaise grandissait en moi. La tranquillité initiale de la route s'était transformée en une sorte de vide inquiétant. Le chemin devant moi, autrefois invitant, semblait désormais s'allonger à l'infini, et chaque coup de pédale devenait un effort de plus en plus lourd, comme si quelque chose dans l'air essayait de me ralentir. Je me suis soudain rendu compte que je n'avais croisé personne depuis un long moment. Pas un autre cycliste, pas un promeneur. Le sentiment d'isolement qui m'avait d'abord apaisé commençait maintenant à me peser. Et ce silence était si épais qu'il me semblait presque palpable, comme s'il cachait quelque chose que je n'étais pas encore prêt à découvrir. Au bout de plusieurs kilomètres, le chemin a commencé à changer d'apparence. Ce qui avait été une piste bien entretenue devenait de plus en plus sauvage, presque abandonné. Les branches basses des arbres se courbaient sur la route, créant des ombres épaisses qui dansaient au gré du faible vent. Et c'est là que je l'ai vue. Une vieille barrière en bois, à moitié effondrée, bloquant le chemin. Un panneau usé par le temps était cloué dessus, indiquant « Accès interdit, route fermée ». Je me suis arrêté brusquement, essuyant la sueur de mon front. Ce n'était pas prévu. Rien dans l'application ne mentionnait cette fermeture. En scrutant les alentours, je n'ai vu aucune autre piste à suivre, et avec le signal de mon téléphone toujours inexistant, je ne pouvais pas vérifier ma position ou chercher un itinéraire alternatif. Un instant, j'ai envisagé de simplement passer la barrière. Après tout, il semblait que personne ne venait ici depuis des années. Mais quelque chose me retenait.
Peut-être était-ce l'épuisement, ou ce sentiment de malaise qui continuait à grandir en moi. J'ai finalement décidé de faire demi-tour. Cependant, à peine avais-je commencé à pédaler dans l'autre sens que quelque chose m'a frappé. Le paysage que je traversais, bien que familier, semblait différent. Je me souvenais clairement de certaines marques sur le sol, des pierres particulières ou même d'un vieux banc que j'avais repéré en arrivant. Pourtant, maintenant, ces éléments n'étaient plus là ou avaient changé de place. C'était comme si le chemin lui-même avait été modifié pendant que je ne regardais pas. Le banc en bois que j'avais remarqué plus tôt se trouvait maintenant de l'autre côté de la route, comme si quelqu'un l'avait déplacé. Une sensation glaciale a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai accéléré, pressé de sortir de cette étrange forêt, mais à chaque virage, à chaque coup de pédale, je ne pouvais m'empêcher. Quelqu'un est en train de jouer avec moi. En continuant ma route, l'angoisse s'est intensifiée, me laissant un goût amer dans la bouche. Chaque coup de pédale me semblait plus lourd, comme si le poids de la forêt m'écrasait. Les arbres, autrefois accueillants, semblaient se rapprocher, leurs branches formant des silhouettes sinistres. La sensation d'être observé s'intensifiait à chaque instant. À un moment donné, j'ai décidé de m'arrêter à nouveau, espérant reprendre mon calme. Je suis descendu de mon vélo et j'ai pris quelques respirations profondes, essayant de chasser cette paranoïa grandissante. Mais alors, une brise soudaine a fait trembler les feuilles au-dessus de ma tête, comme un murmure. C'était une sensation étrange, presque comme un avertissement. En levant les yeux, j'ai remarqué une forme floue entre les arbres, quelque chose qui ne ressemblait pas à un animal ou à un autre cycliste. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai essayé de voir de quoi il s'agissait, mais la lumière du soleil était si filtrée par le feuillage que je ne pouvais rien distinguer. Tout ce que je savais, c'est que ce n'était pas normal. Paniqué, je me suis remis en selle, déterminé à quitter cet endroit. Mais au moment où je tournais la tête pour vérifier derrière moi, j'ai eu l'impression de voir une silhouette se glisser rapidement entre les arbres. Mes pensées tourbillonnaient. Est-ce que quelqu'un me suivait vraiment? Mon esprit s'emballait, et je me suis mis à pédaler aussi vite que possible. Les paysages familiers avaient disparu, remplacés par un terrain de plus en plus étrange et désolé. Les chemins sinueux et les virages brusques me désorientaient complètement. Chaque fois que je croyais retrouver une route connue, je me retrouvais face à une impasse ou un tournant qui ne menait nulle part. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, manipulant le terrain pour me garder piégé. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Un craquement, juste derrière moi. Mon sang s'est glacé. Je me suis retourné précipitamment, mais il n'y avait rien. Juste le silence oppressant de cette forêt maudite. Pourtant l'angoisse m'envahissait, et je savais que je n'étais pas seul. Mon cœur battait à tout rompre alors que je continuais à pédaler. Chaque coup de pédale devenant une lutte désespérée pour échapper à cette forêt qui semblait m'engloutir. Les arbres, maintenant sombres et menaçants, se refermaient autour de moi, et l'air devenait de plus en plus lourd, comme si chaque inspiration était un effort insurmontable. Je pouvais sentir une présence, quelque chose de sinistre qui me suivait dans l'ombre. Finalement, j'ai aperçu un rayon de lumière au loin, une promesse de sortie, peut-être une route ou une clairière. J'ai poussé mes limites, pédalant plus vite, mes muscles criant de douleur, mais l'espoir me tenait en vie. Plus je m'approchais de cette lumière, plus mon anxiété grandissait. Qu'est-ce qui m'attendait de l'autre côté? Mais alors que j'atteignais enfin le bord de la forêt, un frisson d'horreur m'a traversé. Ce qui était autrefois un sentier familier était devenu une route déserte. Mais ce n'était pas la ville que j'espérais retrouver. Les bâtiments étaient abandonnés, leurs fenêtres brisées et leurs murs décrépits. L'odeur de la décomposition flottait dans l'air et un silence mortel régnait sur cette scène grotesque. Je n'étais pas sorti de la forêt, mais plutôt tombé dans un cauchemar éveillé. Je me suis retourné, espérant encore voir la forêt derrière moi. Mais elle avait disparu, remplacée par un vaste paysage de ruines. C'était comme si la route elle-même avait été un piège, m'entraînant vers une réalité alternative, une dimension sombre. Mes mains tremblaient sur le guidon alors que je réalisais l'horreur de ma situation. Puis, je l'ai vu à nouveau.
cette silhouette que j'avais aperçue entre les arbres. Elle se tenait là, à l'ombre, observant. Mes jambes se sont immobilisées, ma volonté de fuir se heurtant à une terreur paralysante. Je savais que je n'étais pas seul dans ce monde tordu et que l'entité qui me suivait n'était pas là par coïncidence. C'était la fin de mon test. Je n'avais pas trouvé la tranquillité que je cherchais, mais plutôt une prison, un endroit d'où il n'y avait pas d'échappatoire. Le frisson d'angoisse m'a envahi, et à cet instant, j'ai compris qu'il était trop tard pour faire demi-tour. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.